Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Je voudrais te relancer. Alors, vu votre développement, le sujet, extradition de Damiba au Burkina Faso, Faure Gnassingbé l'a-t-il sacrifié? Absolument. De notre point de vue, Faure Gnassingbé l'a sacrifié. Pourquoi Faure Gnassingbé l'a sacrifié? Damiba ne peut pas faire un coup d'État, tout ce qu'on lui reproche, sans que l'État togolais ne soit au courant. Ce n'est pas possible. Comment peut-on préparer un coup d'État, armer des gens, les circuits financiers, sans que les services de renseignement togolais n'ont rien vu venir pendant plus de 2 ans? Ce n'est pas possible. Alors, ça veut dire tout simplement que Faure Gnassingbé est impliqué de la tête aux pieds dans cette tentative de coup d'État au nom de la France-Afrique. Puisqu'il a reçu Damiba, comme je viens de le dire, qui est le représentant de la France-Afrique. Donc, il est venu à la maison. En tout cas, je pense qu'on est d'accord que ce ne sont que des analyses quand même. On n'a pas de preuves. Ben non, on a des preuves. On a des preuves. Donc, Faure Gnassingbé est impliqué dans cette tentative de coup d'État. Le problème, c'est que quoi? Quand vous êtes un État et que vous couvez une rébellion ou un chef d'État ou quelqu'un, un militaire qui représente une menace pour notre pays, eh bien, vous ne pouvez que le soutenir de façon cachée pour qu'il réussisse. Mais s'il ne réussit pas, vous ne pouvez pas en tant qu'État assumer la rébellion. Vous ne pouvez pas en tant qu'État assumer le coup d'État. Sinon, vous avez des problèmes sur le plan à cause des accords internationaux. Vous voyez? Et donc, Faure Gnassingbé ne peut pas assumer de façon directe, effectivement, que son pays sert de base arrière à toutes les velléités de déstabilisation du Burkina Faso. Donc, il y a eu une première tentative qui a échoué, une deuxième tentative, et Damiba, on l'a bien informé que c'est la troisième tentative. Si ça échoue, ben tu dois payer les pots cassés. Et Damiba a encore échoué. Et à partir de là, Faure Gnassingbé ne peut pas se sacrifier pour lui. Il a préféré sacrifier plutôt Damiba et se tirer d'affaire. Mais Faure Gnassingbé n'est pas tiré d'affaire parce que le procès va parler. On va découvrir les circuits financiers. On va découvrir Damiba est un militaire. Donc, qui a financé? C'est quoi la chaîne de commandement? Qui sont les personnes impliquées? Et donc, toutes ces étapes-là vont être mises en nu par le procès. Les complicités, les commandements et tout ça. Et on verra que l'État togolais est impliqué jusqu'au cou. Même si, en sacrifiant Damiba, c'est une façon de se tirer d'affaire, ça ne fait pas en sorte que Faure Gnassingbé va se tirer d'affaire, Non, il est responsable de ce qui s'est passé. Il est responsable de ce coup, de notre point de vue, et il faudrait absolument que les panafricains ouvrent les yeux. Ce n'est pas parce qu'il a sacrifié Damiba qu'il va pouvoir sortir d'affaire. Voilà ce que je peux dire essentiellement sur la chose. D'accord. Sur le sujet. Donc, je pense que vous assumez pleinement vos analyses ici, qui sont en tout cas logiques. Donc, alors, pourquoi Faure Gnassingbé l'a sacrifié? S'il a décidé finalement de le sacrifier, il y a une raison quand même. Avant de relancer, avant de donner la parole aussi à ceux qui vont aussi participer à cette émission, il y a Steve Rouya, il y a Elise Vibe aussi. Donc, pourquoi selon vous, Faure Gnassingbé était obligé finalement de le sacrifier? Il y a une raison quand même. Parce que le coup d'État a échoué. Le coup d'État a échoué. Ce coup d'État, puisque le coup d'État a échoué, ben voilà, c'est un militaire, il a échoué. À partir de là, on doit tirer les conclusions et on doit pouvoir le sacrifier pour sauver l'honneur du Togo, pour sauver le fait que Faure Gnassingbé ne soit pas accusé de complicité. Je vais rappeler aux Togolais exactement le même fait arrivé à l'opposition togolaise. Il fut un moment dans notre résistance, eh bien, le président Rollis nous a accompagné l'opposition togolaise, le côté le plus radical, disons-le comme ça. Mais, on nous a donné des opportunités pour réussir. Il y a eu premier échec, deuxième échec, troisième échec. À chaque fois qu'il y a eu échec, il y a des gens criés partout dans le monde, accusés Jerry John Rollis de pouvoir être en train de supporter une rébellion.
Et c'était difficilement défendable à l'international. Et donc, à la dernière tentative, Rollis a bien mis les Togolais en garde, mais quand ça a échoué, eh bien, Rollis a tout simplement arrêté tout et fait arrêter des gens, et ça a été la débandade. Donc, c'est ça. Quand on vous donne une chance d'agir et que vous échouez, eh bien, vous allez assumer. Donc, c'est ce qu'il faut en train de faire. Il a sacrifié Damiba pour se tirer d'affaire et se protéger. Voilà. Mais en même temps, je lis dans plusieurs forums aussi, on m'a envoyé beaucoup d'analyses aussi. Il peut y avoir encore une raison que Faure Gnassingbé veut mettre en confiance l'AES par cette action de livrer, de sacrifier Damiba, être en confiance avec les chefs d'État de l'AES quand même. On conclut avec notre invité. Le leader panafricain. Donc, ce débat divise. Extradition, le 17 janvier dernier, du colonel Damiba au Burkina Faso. Faure Gnassingbé l'a-t-il sacrifié? Pour vous, oui, il a sacrifié. Aussi, pratiquement pour ceux qui sont intervenus dans cette émission, pour eux, oui, voilà, Faure a sacrifié Damiba. Alors, ce débat divise aussi entre nous, peuples africains. Alors, comment revoir nos copies de communication, nos sensibilisations pour qu'on parle surtout d'une mobilisation générale pour, comme le dirait l'autre, la CEDEAO des peuples. Pour conclure. Oui, vous avez absolument raison, Amos. Je pense qu'il faut aborder ce sujet avec ce que j'appelle l'analyse politique, c'est-à-dire l'examination des faits avec éclairage sur les causes et les conséquences, en étant détaché émotionnellement de la réalité et avoir comme objectif vraiment le bien-être des peuples. Alors, Damiba est un fusible que Faure Gnassingbé a sacrifié. C'est évident, pour se sauver lui-même et aussi pour garder une forme d'amitié avec les pays de l'AES, parce qu'on voit une forme de dérivation, de glissement d'un régime autoritaire, d'un régime autocratique vers ce type de panafricanisme qui n'est pas réellement du panafricanisme, hein, c'est plutôt une arnaque au panafricanisme qui consiste tout simplement à martyriser son peuple, à les exploiter, à ne pas leur reconnaître les droits les plus élémentaires. Je rappelle que le panafricanisme est de l'humanisme fondamental, c'est-à-dire la dignité des peuples africains sur leur terre et en dehors du continent africain, puisque ce peuple africain a été martyrisé, a été génocidé par les systèmes de violence qui ont pris la forme de l'esclavage, de la colonisation, de la néocolonisation. Donc la dignité de l'être humain rétablie, c'est-à-dire manger à sa faim, choisir ses dirigeants, avoir la liberté de penser et aussi d'épanouissement. Mais ces dirigeants placés justement par les systèmes de domination, par exemple, Faure Gnassingbé ou la famille Gnassingbé participe à déshumaniser les Africains. Le cas des prisonniers politiques en est la preuve. Donc, de mon point de vue, il faut pas, à cause du fait que les dirigeants africains ou certaines personnes font du panafricanisme de business, que nous devrions jeter le panafricanisme. Non. C'est pas parce que quelqu'un galvaude le panafricanisme que le panafricanisme n'est pas bon. Donc, il faut faire la nuance, ce distinguo important entre les choses. Le panafricanisme demeure tout simplement la religion des Africains de rétablir leur dignité face à ce système d'oppression et de domination. Maintenant, il faut savoir que ceux qui en abusent ou ceux qui l'utilisent pour leur propre égoïsme ou leur propre narcissisme, comme Faure Gnassingbé, il faut savoir les dénoncer. Ce qui a lieu aussi de dire, Amos, avec cette coopération judiciaire entre le Togo et le Burkina, eh ben, si le Burkina peut obtenir aussi facilement l'extradition d'un chef d'État, vous imaginez les défenseurs des droits de l'homme ou encore ceux qui se battent pour un Togo libre, démocratique et prospère, que Faure Gnassingbé considère étant une menace, et la justice togolaise peut tout simplement envoyer une mission de rogatoire et exiger leur transfert, et ça va se faire comme très très facilement. Donc c'est là où il y a le danger aussi, parce que l'AES doit comprendre que le Togo, tout état de cause, reste une dictature, une tyrannie
qui ne travaille pas pour le bien-être des Africains. Alors, si l'AES veut réellement s'inscrire dans la libération de l'Afrique, dans le panafricanisme, on ne peut pas faire ami-ami avec des dictatures ou des formes de tyrannie qui déshumanisent les Africains au nom des intérêts. Donc, un Damiba transféré au Burkina pour répondre des chefs d'accusation qu'on lui reproche ne fait pas de Faure un allié, ne fait pas de Faure un panafricain, ne fait pas de Faure tout simplement un saint. Il faudrait que l'opinion de l'AOS fasse attention de ne pas le transformer tout simplement en un saint pour avoir à sacrifier Damiba. Il a fait pour son propre gloriole, il a fait pour sauver son pouvoir. Mais la bonne nouvelle, et je termine là, la bonne nouvelle pour le peuple togolais, c'est que Faure Gnassingbé vient de rompre avec le totem france-africain. On ne livre pas, n'est-ce pas, on ne livre pas les partisans ou du moins les membres de la secte france-africaine. Pour avoir fait ça, et avoir fait cette rupture avec la logique france-africaine, Faure Gnassingbé se met lui-même en danger aujourd'hui. Et ils doivent pouvoir le payer. Et c'est une bonne nouvelle pour les Togolais, parce que, la France-Afrique va réagir d'une certaine façon, et on va pouvoir, Faure Gnassingbé ne sortira pas indemne de cette trahison, entre guillemets, du totem France-africain qui consiste à se protéger et à protéger les siens. Donc, en livrant Damiba, il fait peut-être, il fait honneur à l'AOS, mais, ses amis France-africains sont en colère. Et donc, on va pouvoir, lui remettre la monnaie. Et cette monnaie va être une opportunité pour le peuple togolais de se débarrasser d'une dictature qui dure plutôt 60 ans. C'est donc, pour moi, une belle occasion pour pouvoir se débarrasser de Faure Gnassingbé. Et donc, c'est un appel à tous ceux qui l'ont soutenu depuis des années, à la France qui a continué pas à fermer les yeux sur ce régime, à tous ceux qui aujourd'hui parlent de démocratie. Tant que Faure Gnassingbé sera là, c'est ce qui va se passer, vous l'avez vu, et donc c'est l'occasion de se débarrasser de lui. Et en se débarrassant de lui, le peuple togolais aura sa liberté, sa souveraineté, et comme ça, le peuple togolais peut en toute souveraineté, décider quel pays, quel peuple, quel panafricanisme soutenir. Il ne faut pas oublier que le peuple togolais était déjà en avance sur le panafricanisme, puisque le président Sylvanus Olympio a déjà porté toutes les valeurs du panafricanisme bien avant la plupart des peuples africains. Donc, de ce point de vue, je pense que avec cette trahison de Faure Gnassingbé, ce sacrifice qu'il a fait de Damiba, il s'est sacrifié lui-même, et il faut que le peuple togolais se mobilise pour le dégager. Je pense que c'est la voie à suivre, et je suis convaincu que Faure va tomber à cause de cette erreur monumentale qu'il vient de faire. Merci infiniment, Tchi Nyamasadi et Lawson. Je rappelle que vous avez une double casquette, mais en gros, pour vous présenter, vous êtes leader panafricain. Vous intervenez sur plusieurs chaînes panafricaines d'ailleurs. Donc, merci, bravo à vous pour la restauration de l'Afrique. Vous êtes aussi analyste politique. On rappelle que vous êtes aussi un des responsables du mouvement Pyramide qui accentue sa résistance sur la résistance et la rupture. Et merci infiniment, Tchi, et à très bientôt donc. Bonsoir à tous, c'est Solim encore. Ces derniers jours, j'ai commencé par parcourir les 376 pages du rapport d'audit réalisé par la société Hughes, Herbert and Reed consacré au port autonome de Lomé. Un port qui, en théorie, devrait constituer l'une des principales sources de richesse permettant d'améliorer les conditions de vie des Togolais. Mais à la lecture de ce document, des réalités inquiétantes apparaissent. La gestion de cette infrastructure stratégique soulève de très graves questions de gouvernance, de transparence et de responsabilité. Plusieurs éléments relevés dans cet audit sont extrêmement préoccupants et méritent que chaque citoyen en prenne connaissance. Les documents que j'ai consultés m'ont été transmis par le journaliste Ferdinand Haïté. Donc, plutôt que de vous demander de lire l'intégralité du rapport, j'ai identifié pour vous les pages clés et les points les plus importants. Dans cette série, je vais vous présenter ces révélations une par une avec les références précises du rapport afin que chacun puisse vérifier par lui-même. Commençons. Décision du conseil d'administration contestable. Le rapport indique que les membres du conseil d'administration du port autonome de Lomé siègent sans mandat régulier depuis 2006 et précise que les décisions prises depuis cette période pourraient être juridiquement nulles. C'est la page 14 et la page 15. Ça signifie que des années de décisions importantes concernant la gestion et les finances du port
pourrait être juridiquement contesté. Il y a aussi la nomination irrégulière du directeur général. L'audit indique que la nomination du directeur général aurait été effectuée par le président du conseil d'administration alors que la loi prévoit une nomination par le conseil lui-même. Je pense que c'est sur la page 15. Cela signifie que certaines décisions prises sous cette direction pourraient être remises en question sur le plan juridique. L'épisode 2 sera arriérés fiscaux. Les arriérés fiscaux très importants. Le rapport mentionne l'existence d'importants arriérés fiscaux concernant le port, représentant plusieurs milliards de francs CFA, accompagnés d'un plan d'empurement. La source serait la page 214. Ça signifie que l'établissement doit faire face à une pression financière très importante liée à ses obligations fiscales. Il y a donc des litiges douaniers de 42 milliards de francs CFA. L'audit évoque un contentieux douanier lié à des équipements portuaires atteignant environ 42 milliards de francs CFA, dont une part majeure constituée de pénalités. C'est sur la page 214 à 216. Cela signifie que les litiges représentent un risque financier très élevé pour les opérations du port.